Bienvenue, vous écoutez What on Earth is Happening. On y traite de la conscience humaine et du contrôle mental, de la loi naturelle et de l'occulte, et de tout ce qui touche à la liberté sur Terre. What on Earth is Happening cherche à éclairer les zones d'ombre de notre monde et à proposer des solutions pour retrouver notre pouvoir, alors que l'humanité s'approche d'un moment décisif. Et maintenant, voici votre animateur, Marc Passio. Liberté pour tous, pour l'humanité et pour chaque être humain. Libère ton âme et ton esprit. La liberté t'attend. Bienvenue à tous. Vous écoutez What on Earth is Happening. Je suis votre animateur, Marc Passio. Nous sommes le mardi 20 avril 2010. Let's see whatonearthishappening.com et revolutionbroadcasting.com. L'émission est en direct chaque mardi de 20h à 22h. Je vais vous donner le numéro pour intervenir. Si vous souhaitez participer à l'émission par téléphone, le numéro est 347-847. Quand vous appelez, restez en ligne. Je peux être en train d'expliquer quelque chose, mais je prendrai vos appels dès que possible. D'accord? Le numéro, c'est 347-683-4947. Avant de passer au sujet de ce soir, j'aimerais vous faire quelques annonces générales concernant des événements à venir à Philadelphie. C'est ma ville. Un événement majeur nous attend ce week-end. Ce samedi soir, on doit vraiment être plus nombreux cette fois. Les dernières fois, il y avait du monde. Mais on peut clairement faire mieux. On a besoin de mobiliser encore plus de monde. Et qu'il y ait encore plus de participants à ces événements pour faire passer le message à ceux qui ne sont pas encore informés. C'est le rassemblement officiel End the Fed à Philadelphie. Si vous ne savez pas ce qu'est la Réserve fédérale, il faut vraiment savoir de quoi il s'agit et comprendre pourquoi il faut s'en débarrasser. On appelle cet événement Fedstock parce qu'il y aura plein de super musiciens et tout ça est centré sur la liberté et pour dénoncer une institution immorale qui n'apporte rien de positif à l'humanité. J'ai cité dans un message à propos de l'événement le philosophe chinois Wang Yangming. Il a dit savoir sans agir, c'est pas savoir. Et j'irai même un peu plus loin. Je dirais que savoir sans agir, on ignore ou on s'en fiche. Savoir sans agir, c'est ignorer ou rester indifférent. Si vous êtes dans la région de Philadelphie, si vous êtes du coin, et que vous savez ce qu'est la Réserve fédérale, et comment elle freine la prospérité dans notre société. Et s'en prend à nos libertés et à la souveraineté de ce pays. Il ne suffit pas de savoir, il faut agir, sortir sur le terrain, fais participer d'autres gens, réveille les consciences autour de toi et passe à l'action avec ce que tu sais. Cet événement, c'est une marche, un rassemblement et un concert. C'est ce samedi 24 avril, de 10h à Cannes. Rendez-vous à l'hôtel de ville, côté ouest, 1500 Market Street, Philadelphie. Puis on marchera jusqu'à la Réserve fédérale. Ensuite, un concert gratuit aura lieu à Independence Mall. Je vais vous en dire quelques mots, puis je lirai l'annonce officielle des organisateurs. Dans ma lettre d'information, j'ai envoyé « Si vous ne réalisez toujours pas
à quel point le système de la Réserve fédérale est lié à la disparition de nos libertés fondamentales. Alors vous avez rien vraiment appris, ou alors vous avez choisi de l'ignorer, par apathie ou paresse, par lâcheté ou les trois à la fois. Les mots ne suffisent pas. Si la liberté compte pour vous, pour défendre la liberté des générations futures, agissez dès maintenant, soyez à nos côtés lors de cet événement. Et engagez-vous pour cette cause dès aujourd'hui. Truth, Freedom, Prosperity est le groupe qui organise et parraine cet événement. L'événement s'appelle Fedstock, End the Fed 2010. C'est la marche et le rassemblement officiel d'End the Fed à Philadelphie. Voici comment il présente l'événement. La Réserve fédérale est l'instrument principal d'un État qui outrepasse les limites de la Constitution, ce qui appauvrit le peuple et détruit nos libertés. Au cœur de cette ville, où un peuple s'est affranchi de la royauté, c'est le plus grand événement national contre la Réserve fédérale. Venez célébrer la liberté sur Independence Mall à Philadelphie. Montrez à tout le pays, par votre présence, que vous voulez en finir avec ce cartel bancaire central qui vide les poches des Américains. Depuis 1913, voici les infos pratiques de l'événement. Ça commence devant l'hôtel de ville de Philadelphie, côté ouest, à l'angle de la 15e rue et de Market Street à Philadelphie. Le début est à 10 heures. Rendez-vous à l'hôtel de ville à 10 heures. Un rassemblement est prévu sur place. L'événement est entièrement gratuit. Si vous pensez que la cause en vaut la peine, vous pouvez donner $5 pour soutenir l'organisation. Rendez-vous à 10 heures à l'hôtel de ville. Le rassemblement durera environ 1 heure. À 11h22, faute symbolique, la marche partira vers la Banque de la Réserve fédérale, avec des prises de parole devant la Fed. Ensuite, vers 12h30, un rassemblement en plein air aura lieu à Independence Mall et le lieu possible en cas de mauvais temps. Et le Visitor Center. Des intervenants et des spectacles sont aussi prévus. Pour le moment, la liste des intervenants comprend le célèbre constitutionnaliste Michael Bednarik et J.J. Bowman, représentant Liberty Candidates. Le site est libertycandidate.org. Ce sont les intervenants confirmés à ce stade. D'autres noms pourraient s'ajouter au dernier moment. Côté ambiance, voici les groupes qui vont se produire lors de l'événement. Jordan Page, Amy Allen, The Almighty Terribles, Amp Killer at Heist-Click. Il y a donc 5 artistes confirmés. Ça promet d'être une super soirée. J'invite vraiment tous ceux qui se sentent concernés par la défense de nos libertés aujourd'hui à venir à cet événement. Des options de sponsoring sont disponibles. Ou si vous souhaitez tenir un stand, contactez Michael Salvi à phillycemail.com. Son adresse email est phillysequel@gmail.com. Vous pouvez contacter Mike si vous souhaitez être sponsor ou tenir un stand dans le parc. Pour plus d'informations, endthefed.us et phillyandthefed.com. Et le groupe qui organise tout cela, probablement le meilleur groupe d'activistes de la région de Philadelphie, et qui, selon moi, comprennent la dynamique locale et la saisissent mieux quiconque ici. Il s'agit du groupe Truth, Freedom, Prosperity. Leur site truthfreedomprosperity.org. Rejoignez le mouvement. Passez à l'action. C'est tout pour l'instant. C'est la dernière fois que je pourrai l'annoncer. Je referai l'annonce au début de la deuxième partie. Maintenant, je vais vous parler d'un autre événement qui aura lieu à Philadelphie, qui est vraiment crucial. Je sais que c'est encore dans quelques mois. Ce sera en juillet.
mais je préfère vous en parler dès maintenant. Tous les auditeurs et tous ceux qui sont près de Philadelphie doivent connaître cette conférence à venir. Impliquez-vous aussi. Vous pouvez encore vous investir dans l'organisation de cet événement. On appelle cela les célébrations de l'indépendance énergétique Nikola Tesla. Les célébrations Nikola Tesla pour l'indépendance énergétique. Si vous ne connaissez pas Nikola Tesla, je vous invite vivement à vous informer sur cet homme exceptionnel et sur cet inventeur de génie, car il a révolutionné notre quotidien, que nous utilisons sans y penser aujourd'hui, dans nos vies et qui nous entourent. Sans son génie, nous n'aurions même pas l'électricité chez nous. Nous n'aurions pas tous les appareils électriques dont nous profitons aujourd'hui. L'événement se tiendra à Philadelphie en juillet. La conférence aura lieu du 9 au 11 juillet sur 3 jours. Je vais lire le communiqué de presse concernant cet événement. La Tesla Science Foundation rassemble scientifiques, inventeurs et passionnés autour d'une conférence de 3 jours sur la nécessité d'un nouveau modèle énergétique. En juillet à Philadelphie, la Tesla Science Foundation organise une conférence et une célébration sur 3 jours pour célébrer l'héritage et la vision de Nikola Tesla. Nikola Tesla, inventeur de génie du début du XXe siècle, a révolutionné notre monde avec le courant alternatif, le moteur électrique et la transmission sans fil, ainsi que bien d'autres avancées influentes, devenues indispensables à notre quotidien. Il rêvait d'offrir une énergie propre et gratuite au monde, grâce à des technologies sans fil avancées. Mais ce rêve a été freiné par des intérêts financiers et les grandes entreprises de son époque. Cet événement réunira les chercheurs et inventeurs passionnés et tous ceux qui partagent le même objectif, de voir aboutir les technologies avancées de Tesla au service de l'humanité. Voici le programme des événements. Le 9 juillet, un dîner de réception est prévu, suivi d'un concert par le Divine Hand Ensemble. DivineHand.net. Allez jeter un œil, c'est un ensemble remarquable qui inclut le thérémine, un instrument électronique très particulier. Il est dirigé par un chef qui joue lui-même du thérémine, et ils joueront au dîner de réception, le 9 juillet de 18h à 22h. Le lieu reste à confirmer. Le soir du 9 juillet, soirée d'anniversaire Tesla, dans le parc Independence Mall, devant le centre des visiteurs, au croisement de Seth et Marquette à Philadelphie, de 22h à 2h du matin. Et ils essaieront de présenter des bobines Tesla et organiser un feu d'artifice dans le style Tesla en plein air au parc Independence Mall. Le 10 juillet, un autre événement aura lieu au centre des visiteurs de l'Independence. Des expositions ouvertes à tous sont prévues. Des inventions seront présentées sur les nouvelles technologies de l'énergie. De la musique sera également au rendez-vous. Des DJ ou des groupes joueront peut-être en extérieur. Tout cela aura lieu de 10h à 17h. C'est avant tout un événement d'information et des stands avec exposition et musique. Mais il y aura des présentations gratuites à la Bibliothèque centrale de Philadelphie, 1901 Vine Street. Ces activités auront aussi lieu de 10h à 17h le 10 juillet. Ce sera un vrai festival le 10 juillet. L'un des événements est pour ceux qui connaissent peu Tesla, avec pour but de le faire connaître. Un autre s'adresse aux passionnés de Tesla, sans aspect scientifique, avec des conférences vulgarisées sur Tesla et ses inventions. Ça aura lieu à la Bibliothèque de Philadelphie de 10h à 17h le 10 juillet. Je serai l'animateur de cet événement. Je présenterai tous les intervenants. Un autre événement aura aussi lieu le 10 juillet de 10h à 17h et s'adresse aux scientifiques et inventeurs. Vous êtes scientifique ou inventeur et que vous voulez explorer de nouvelles technologies avancées. Il y aura un événement scientifique, une conférence scientifique,
Ça aura lieu à Liberty Place le 10 juillet. Et le 11, de 10h à 17h chaque jour. Au 32e étage, 1601 Chestnut Street, Philadelphie. Voilà pour cet événement. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet événement, visitez le site de la Tesla Science Foundation à l'adresse teslasciencefoundation.org. Je répète, TesScienceFoundation. À Philadelphie les 9, 10 et 11 juillet. Une conférence de 3 jours sur Nikola Tesla et ses inventions. Fête de l'indépendance énergétique Nikola Tesla 2010. C'est très important. Pourquoi c'est si important? Parce que, comme je l'ai souvent dit, et que je le redirai encore, contrôler l'énergie, c'est contrôler les gens. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne voyez pas comment ces élites de la technologie et de la science prétendues contrôlent vraiment les événements dans le monde. Alors cela étant dit, et maintenant que ces 2 événements ont été annoncés, je vais passer au grand sujet de ce soir. Je vais rappeler rapidement quelques idées et concepts abordés lors des précédentes émissions et présenter en gros ce qu'on fait ici. Comme vous l'avez entendu dans l'intro, ici on parle de conscience, de contrôle mental et d'occulte. Et de tout ce qui touche à la liberté de chacun d'entre nous. On va aborder des sujets profonds au fil des semaines. Mais avant d'y arriver, il faut poser des bases. C'est ce que j'ai fait jusqu'ici. Je prépare le terrain avec des idées de base. Depuis quelques semaines, en gros, on a parlé de la vérité jusqu'ici. On a vu ce qu'est la vérité. On a aussi vu pourquoi elle est si importante. S'aligner avec la réalité, être en harmonie avec ce qui est, ce qui se passe autour de nous. Et en nous, c'est cela la conscience. Quand on agit ainsi, on crée un monde d'ordre et de liberté. Quand on s'éloigne de la vérité et qu'on adopte des visions du monde toxiques, on se laisse piéger par des idéologies qui n'ont rien à voir avec la réalité, avec ce qui se passe en nous et autour de nous. On ne sait plus vraiment qui on est. On oublie qui on est. Et ça crée du désordre. Ça mène au chaos. Ça entraîne toujours plus de peur et de contrôle. C'est ce dont on parlait dans l'émission précédente. En gros, on a parlé de la conscience humaine. Comment nous manifestons notre conscience dans le monde? À travers nos pensées, nos émotions et nos actions. On a aussi parlé du cerveau humain. On a expliqué la physiologie du cerveau, les 3 parties du cerveau humain, et pourquoi il est si important de les comprendre. Car savoir comment fonctionne notre cerveau permet de comprendre pourquoi on observe certains comportements dans notre monde. On a aussi vu comment le cerveau pouvait perdre son équilibre, en favorisant un hémisphère plutôt que l'autre, ce qui influence notre conscience. Et ce soir, on va aller encore plus loin sur ce point, quand on abordera la question de la vision du monde, puisque c'est notre thème ce soir. En fait, dans ces épisodes précédents, on a sur Superstar, et je vais continuer à insister là-dessus, savoir faire la différence entre le vrai et le faux, et la cause profonde de tout ce qui se passe autour de nous. Le philosophe Søren Kierkegaard disait qu'il n'y a que 2 façons pour l'humanité d'être trompée. C'est tout, juste 2 manières. Nous croyons à ce qui est faux, et on refuse d'accepter la vérité. C'est tout, voilà les 2 seules façons dont on se laisse tromper. Je dirais même que ce sont les 2 seules causes de la souffrance humaine.
On accepte ce qui est faux et on refuse d'admettre ce qui est vrai. Dans ce même esprit, on s'est penché sur une idéologie que j'appelle le plus grand mensonge. Quand on se met à parler de vérité, forcément, une question revient toujours. Peut-on vraiment connaître la vérité? Peut-on savoir ce qu'est vraiment la vérité? Il existe une philosophie en ce sens. Je l'appelle le plus grand mensonge. C'est au fond la philosophie de tous ces régimes. Oui. De tous les régimes totalitaires et tyranniques ayant jamais existé sur Terre. Cette idéologie porte un nom, le solipsisme. Solipsisme, j'appelle. Le solipsisme, c'est croire qu'il n'existe aucune vérité, que seules nos perceptions comptent, qu'il n'y a ni vérité ni réalité objective. Pour eux, tout repose sur notre perception. Toute notre expérience repose là-dessus, parce que c'est tout ce qui existe vraiment. La perception, c'est la réalité. C'est ce qu'on appelle le solipsisme. Toute l'idéologie se résume à ça. La perception, c'est la réalité. Et en gros, ce que cette émission cherche à faire, l'objectif de cette émission est simplement de complètement détruire cette idéologie autant que possible. Parce que c'est absurde. Je ne peux rien faire d'autre que parler de ce qui se passe dans le monde. Les événements qui ont lieu dans le monde, parler des causes profondes de ces événements. Mais je n'arrive à convaincre personne. Impossible de faire accepter l'idée qu'il existe une vérité. C'est la seule croyance qui compte. Il faut croire qu'on peut tendre vers une vérité et avancer vers elle. C'est ça, le chemin spirituel. Voilà l'essentiel, c'est croire qu'une chose comme la vérité existe et qu'on peut la découvrir et que chacun peut la trouver. Le solipsisme affirme qu'il n'existe pas de vérité. Alors inutile de chercher. Ne cherchez pas plus loin, contentez-vous de ce que vous avez. Faites juste confiance à ce que vous ressentez sur l'instant. N'allez pas plus loin. Acceptez, c'est tout. Voilà ce qu'est le solipsisme. Et tous les dictateurs, tyrans, rois, brutes, tous les régimes totalitaires qui ont existé, cette philosophie de fond a toujours existé, qu'ils ont voulu imposer à leurs sujets, à leurs esclaves. Si vous ne me croyez pas, regardez simplement l'histoire. Étudiez le passé, vous verrez que ce fil idéologique est présent partout, là où la misère est apparue à sa suite. Ok, je m'arrête là sur le solipsisme. On en reparlera quand on abordera la vision du monde. La dernière fois, on a parlé des polarités émotionnelles. Il s'agissait de l'amour et de la peur. Ce sont les deux émotions fondamentales qu'on puisse vraiment ressentir. Tout ce que nous ressentons en nous est issu de l'une ou l'autre de ces deux dynamiques apparemment opposées. L'amour est de la peur. L'amour est à l'origine de tout ce qu'on considère comme bon, de tout ce qui nous élève et de tout ce qui nous fait avancer dans notre évolution. Tout ce qui apporte de l'ordre dans nos vies repose sur une polarité émotionnelle que l'on appelle l'amour, cette sensation positive. Et en réalité, quand on y réfléchit vraiment, on comprend que l'amour est la force qui ouvre notre conscience. C'est elle qui nous permet d'explorer de nouveaux horizons et de s'épanouir pleinement et d'élargir notre vision du monde. La polarité opposée
c'est ce que l'on appelle la peur. C'est la force qui cherche à endormir la conscience humaine. C'est une force qui opprime. Ce n'est pas une force d'ouverture, c'est celle qui renferme la conscience sur elle-même et qui tente de l'étouffer, fermer les yeux des gens et garder leurs esprits et leurs cœurs fermés, les empêcher de voir la réalité, de découvrir ce qui est là, la vérité. C'est ça la peur. La peur mène toujours au chaos. Elle ne conduit qu'à tout ce que nous considérons comme négatif, à freiner notre évolution au mal. Ce que nous appelons le mal vient de cette dynamique émotionnelle fondamentale. Quand nous trouvons l'harmonie avec l'amour, en nous-mêmes, il en découle un nouvel état intérieur. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. C'est là qu'une personne s'unifie intérieurement. Les trois aspects de la conscience ne font plus qu'un. Tout devient un. Ce qu'ils pensent, ils le ressentent. Et ils agissent en conséquence. Ils ne peuvent pas être dissociés de cela. Leurs actions reflètent ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. C'est une personne en harmonie, qui s'aime et est en équilibre avec elle-même. C'est aussi un signe d'un esprit équilibré. C'est quelqu'un dont le néocortex fonctionne en équilibre, le centre de la pensée avancée chez l'humain. Les hémisphères gauche et droit fonctionnent ensemble, en harmonie. C'est ce qu'on appelle la souveraineté intérieure. La maîtrise de soi. Quand la peur touche le cœur de l'humanité, c'est l'inverse qui se passe. Il n'y a plus de souveraineté intérieure. Il n'y a plus de maîtrise sur soi. La personne ressent alors la confusion et le chaos, ainsi que la perte d'harmonie intérieure. Elle ne comprend pas ce qui se passe en elle, et ne voit pas non plus ce qui se passe autour d'elle, car l'un reflète l'autre. C'est ce qu'on appelle la confusion. On peut aussi parler de déséquilibre. Certains parlent aussi de haine de soi. Tu n'es pas en harmonie avec toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu es dans un état de confusion intérieure et de chaos intérieur, parce qu'au fond, c'est la peur qui règne en toi. Quand tu as peur, tu es perdu et tu peux facilement être manipulé. Quand l'énergie de l'amour rayonne dans le monde, ça crée un nouvel état autour de nous. L'écran, en quelque sorte, où se joue le film de notre existence. Vous comprenez? Le monde qui nous entoure. Et cet état, quand l'amour intérieur déborde à l'extérieur et se répand dans le monde, on appelle ça la liberté. La liberté, c'est ça la liberté. Voyez? Et c'est pour ça qu'on en est si loin aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a l'impression de le perdre. Parce que la plupart d'entre nous prennent la décision de leur plein gré, de choisir la peur au lieu de cette énergie vivante qu'on appelle l'amour, qui représente l'ouverture de la conscience. La plupart préfèrent détourner les yeux, faire comme si de rien n'était, ou même s'en rendre complice, par souci de confort. Vous voyez, ils choisissent la peur, ils choisissent la confusion, ils choisissent le chaos. Voilà, c'est ça au fond. Expliquer ses forces, c'est comprendre les principes de la loi naturelle. C'est comme ça que se crée la réalité qu'on vit. En choisissant l'une ou l'autre de ces forces. À chaque décision, ce choix guide nos actions. Entre ces deux forces. L'amour ou la peur, c'est tout.
Voilà, si tu trouves que ça fait la leçon, que j'essaie de t'expliquer comment ça marche vraiment, pense ce que tu veux. Parce que c'est tout ce qui se passe en réalité. C'est exactement ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on crée notre réalité. En choisissant l'une des deux forces. Et il faut vraiment comprendre ça. C'est pour ça que ce qui se passe dans le monde paraît si chaotique. Parce que nous ne comprenons pas cela collectivement. On s'est laissé égarer, on ne nous a jamais appris comment fonctionne la loi naturelle. On ignore comment ça marche, alors les gens prennent des décisions dans la confusion. Et quand c'est le cas, ils sont dominés par la peur. Et ce à quoi cela aboutit dans son expression extérieure, c'est un état appelé contrôle. Parce qu'une personne confuse agit sous la peur et choisit le contrôle. Au final, elle se dirige elle-même vers le contrôle. Et ils incitent d'autres personnes à tout contrôler. Et ils sont persuadés d'avoir raison, dans leur état de confusion, qu'ils ne pourront jamais, jamais, jamais instaurer l'ordre en choisissant la peur. C'est comme si je disais, je viens de faire une machine. Je sors le linge, il dégouline d'eau. Tout est trempé et je veux que ce soit sec. C'est ça que je veux, c'est mon désir. Je veux que ce linge soit sec, parce que je veux les mettre. Je ne veux pas porter des vêtements complètement mouillés. C'est une analogie toute simple. Comment faire pour sécher les vêtements? En fait, il y a deux états, mouillé ou sec. La seule différence, c'est le taux d'humidité. On dirait deux opposés. Mais en réalité, c'est juste une question d'humidité. Vous voyez? Ou son absence, c'est ce qu'on appelle la sécheresse. Soit vous enlevez l'humidité d'une façon ou d'une autre, et vous laissez sécher les vêtements, ou bien vous rajoutez de l'humidité. C'est tout, il n'y a que ces deux options, pas d'autre solution. Soit vous ajoutez de l'humidité, ou vous rendez les conditions plus sèches. Autrement dit, il n'y a plus d'humidité. Très simple, dire qu'on va rétablir l'ordre. En cherchant à contrôler davantage le monde. C'est ce que beaucoup pensent être la solution pour instaurer l'ordre. Les flics le pensent aussi, les policiers aussi, les militaires également, les politiciens aussi, les juges également, même ceux qui dressent des PV et les mettent sur les pare-brises partout dans le pays. Ils pensent de la même façon. Ils croient que sans contrôle extérieur, ce serait le chaos. Bon, nouvelle du jour. Vous ne comprenez pas la loi naturelle. C'est un fait, c'est comme si vous disiez, je vais prendre des vêtements que je veux sécher et les mettre par terre, puis je prends mon tuyau d'arrosage et j'arrose les vêtements sans arrêt, en pensant qu'ils vont sécher comme ça. Tu vas voir. Tu verras bien, je vais sécher ces fringues en continuant à les arroser avec ce tuyau, avec l'eau de ce tuyau. Je vais te le prouver. Tu savais pas? Regarde-moi bien. Franchement, n'importe qui avec 2 neurones comprendra tout de suite. Tu peux rester là jusqu'à la fin de l'univers. Et jamais tu ne sécheras ces fringues, ces vêtements comme ça. Ça n'arrivera jamais. Point final. Bon courage, tu te tapes la tête contre les murs pour prouver quelque chose à ton ego, alors que c'est contraire au principe de la loi naturelle. Ça marche pas comme ça. Je peux pas le dire plus simplement, ni plus gentiment. Tu te trompes, les gens doivent admettre qu'ils se trompent, qu'ils ont eu tort, ils doivent se pardonner à eux-mêmes.
Ils ont cru à un mensonge parce qu'ils ne comprennent pas la loi naturelle. Je ne dis pas que c'est ainsi que fonctionne la loi naturelle. Je ne prétends pas croire que la loi naturelle fonctionne comme ça. Certains verront ça comme de l'arrogance. Certains diront que je suis prétentieux de dire que je comprends ça. Je ne prétends pas que la loi naturelle fonctionne ainsi. Je n'étais pas en train de vous dire que c'est seulement ce que je pense. Je m'adresse à tout le monde. Je comprends. Comment fonctionne la loi naturelle? J'assume de dire que je le sais, parce que si vous savez que 2 plus 2 font 4, vous ne devriez pas hésiter à le dire, et à dire que vous en êtes sûr. Si vous savez que la gravité agit sur notre planète, et qu'elle exerce une force précise, et que si vous laissez tomber une balle d'une certaine hauteur, la gravité s'exercera dessus. C'est la loi de la gravité. Elle existe bel et bien. Elle n'a pas besoin de votre croyance, peu importe que vous y croyiez ou pas. Votre croyance ne change rien. Votre volonté d'accepter la vérité dans ce cas n'a aucune importance. Si vous tombez d'une falaise, vous n'y échappez pas. Voilà le principe de la loi naturelle. Et pour comprendre notre sujet de ce soir, la vision du monde, il faut vraiment comprendre ces deux pôles. L'amour et la peur, comment ils fonctionnent, et ce qu'ils produisent, ce qu'ils provoquent. C'est ça la base des principes de la loi naturelle. On va voir comment tout cela se relie à notre vision du monde. On verra aussi le lien avec le cerveau humain. Alors passons au sujet de ce soir, qu'on va détailler pendant près d'une heure et demie. Il y a autre chose que je voudrais préciser avant de commencer, à savoir la vision du monde et ses divisions. La division des visions du monde, c'est le sujet de ce soir. Je voulais juste prévenir tout le monde ici. J'ai un invité qui est aussi un ami. Il s'appelle Daryl Rowlands et il partagera son point de vue sur ces divisions de la vision du monde un peu plus tard dans l'émission. Il racontera aussi son histoire sur la façon dont il s'est engagé dans le mouvement pour la liberté et comment il est devenu un acteur important à Philadelphie. Il arrive dans un instant, dans quelques minutes sur le plateau. Mais il est avec nous ce soir. On en parlera sûrement pendant la deuxième partie de l'émission. Aujourd'hui, j'aimerais explorer le concept de vision du monde et de rupture de vision. En gros, il y a deux visions du monde opposées et très déséquilibrées. C'est un peu comme l'amour et la peur, vous voyez? Mais là, les deux reposent sur la peur. Ces deux visions conduisent au désordre, à la discorde. Au contrôle et au chaos. Tout ce qu'on considère comme mal. Tout ce qui apporte du malheur dans nos vies. Qui nous met mal à l'aise, qui nous fait souffrir. Voilà les deux visions fondamentales du monde. Aucune n'a de fondement réel. Elles reposent toutes les deux sur l'illusion d'une polarisation émotionnelle qu'on appelle la peur. C'est un état illusoire. Ça n'existe pas. C'est l'absence du réel. C'est l'absence de la vérité. Autrement dit, la force de l'amour. C'est ça l'univers. Au fond, il n'y a que ça. Cette énergie de peur n'existe que parce qu'on préfère l'illusion et qu'on refuse ce qui est réel. C'est tout, la seule raison pour laquelle la peur a pris cette ampleur dans notre monde. Ces visions du monde. L'une d'elles est basée sur une domination extrême
du cerveau gauche. Quelqu'un tourné à l'extrême, vers le côté gauche de son cerveau, vit enfermé dans ce schéma mental. Il n'a quasiment plus de lien avec le côté droit du cerveau. On a donc évoqué le fonctionnement du cerveau. Le côté gauche, c'est ce qu'on qualifie de côté masculin. Il gère la logique, les sciences, les maths, le langage, tout ce qui est analytique, et la capacité de décomposer les idées. C'est tout ça, le cerveau gauche. Le cerveau droit, il gère l'intuition, la vision globale, la perception de l'unité. Un instinct maternel, une connexion à une conscience spirituelle supérieure, et la capacité d'aimer. Tout cela relève de l'hémisphère droit. Il gère aussi la créativité et l'expression artistique, ainsi que la musique, l'art, la danse, etc. Ça, c'est le domaine du cerveau droit. Quelqu'un de très rationnel peut être extrêmement brillant. Beaucoup de scientifiques ont une pensée très analytique. C'est pareil pour les médecins, avocats ou mathématiciens. Ils fonctionnent surtout avec le cerveau gauche. Beaucoup, pas tous, mais en général, n'utilisent pas beaucoup leur cerveau droit. Certains oui, mais la plupart sont dominés par l'hémisphère gauche. Et le côté droit en pâtit, car il est peu sollicité. Ses fonctions s'affaiblissent dans l'hémisphère droit. Quand on adopte une vision du monde basée uniquement sur les 5 sens. Je vais maintenant détailler cette façon de voir les choses. Et il y a un nom pour cette vision du monde très déséquilibrée vers le rationnel, est appelée la vision du hasard. Le hasard, c'est-à-dire tout est perçu comme aléatoire. Hasard. Vous me suivez? Voici les traits d'une vision du monde dominée par le côté gauche du cerveau. Alors en entendant ça, vous penserez sûrement que c'est plutôt typique de l'hémisphère droit, mais en réalité ce n'est pas le cas. C'est une conséquence d'une vision très hémisphère gauche. Pendant la majeure partie de sa vie, en fait, le cerveau cherche à retrouver un équilibre dans cet état de déséquilibre extrême, en vivant dans un mode de pensée tourné vers l'hémisphère gauche de la conscience. La part de sa vie, au fond de lui, chacun cherche intérieurement, spirituellement, inconsciemment ce qu'il désire, l'absence de contrôle, l'absence de volonté d'imposer un ordre, d'arrêter de vouloir tout organiser et expliquer à tout prix. Car c'est ce que fait sans cesse le cerveau gauche, toujours en boucle, au fil des activités du quotidien. Cette vision du monde, cette division entre les différentes conceptions dont on parle, il y a celle dominée par le cerveau gauche et celle portée par le cerveau droit. La vision du monde axée sur l'hémisphère gauche s'appelle la théorie ou la vision du hasard. Ses principales caractéristiques sont les suivantes. Selon ceux qui adhèrent à cette vision du hasard absolu, l'univers n'est qu'un accident cosmique. Tout n'est que le fruit du hasard. Il n'existe aucune raison profonde à notre existence. Aucune intelligence ne dirige les lois de la nature. La nature elle-même n'obéit à aucune intelligence. Tout n'est que hasard et coïncidence.
Voilà pour cette vision des choses. Pour quelqu'un qui croit que tout est dû au hasard, les principes de la loi naturelle n'existent pas. Tout ce dont j'ai parlé les semaines passées, en préparant la discussion, sur comment l'amour et la peur influencent notre expérience. Pour eux, tout ça n'existe pas. Tout relève du hasard pur. Nos choix ne façonnent pas réellement ce que nous vivons. La loi naturelle n'existe tout simplement pas. Pour ceux qui adhèrent à la philosophie du hasard. Au fond, l'existence n'a aucun but. L'existence n'a vraiment aucune raison d'être. Tu n'as aucune raison d'être ici. Tu viens du néant, tu retournes au néant. C'est une vision existentialiste et aussi solipsiste. Cette vision repose sur le solipsisme. Elle repose aussi sur l'athéisme. Et tous ces aspects dont j'ai parlé, qui sont au cœur de cette vision du monde, ce sont les marques de l'athéisme, du solipsisme et du scientisme. Ceux qui se prosternent devant la science et pensent que la science est l'ultime réponse pour expliquer toute chose, adoptent cette vision du monde. La plupart des scientifiques cartésiens pensent comme ça. Ils adhèrent à l'idée d'un monde entièrement dû au hasard, où l'univers serait un accident cosmique, né d'une minuscule singularité, sans raison, en un instant et sans but. Si vous croyez à tout ça, je vous propose des terrains à vendre dans les marécages de Virginie occidentale et dans ceux de la Nouvelle-Orléans. Et justement, j'ai un pont à Brooklyn à te vendre, à un prix défiant toute concurrence. Parce que si tu crois à ça, tu peux croire à n'importe quoi. Si quelqu'un peut te dire « accorde-moi juste celle-là, et après je t'expliquerai tout. Accorde-moi seulement ça. » Après ça, tu pourrais croire à tout. Voilà l'idée qu'on retrouve en cosmologie. La fameuse théorie du Big Bang. L'univers vient d'une minuscule singularité, sans raison. Ça va? Voilà, il faut juste accepter ça, et ensuite je vous raconterai la suite. Voilà ce que défend la cosmologie moderne, du moins dans sa version la plus courante. C'est une vision du monde très intellectuelle et déséquilibrée. Encore une fois, qu'il n'y a pas d'intelligence derrière la nature. La nature n'a aucun dessein. Il n'y a aucune loi naturelle qui la dirige. Il n'y a aucune intelligence pour organiser tout ça. Tout cela découle et alimente l'idéologie athée. Ils se renforcent mutuellement. Cette vision du monde et l'athéisme sont profondément liés. Dans 89,9% des cas, un déséquilibre du cerveau gauche appelé solipsisme. Le solipsisme en est une forme. On ne peut rien savoir. Le scientisme en est une autre. On peut tout expliquer. Rien n'existe au-delà de la réalité des cinq sens, que nous ne puissions expliquer, car il n'existe rien d'autre. La réalité des cinq sens, on se concentre sur ce que nos cinq sens permettent de percevoir et sur ce que la technologie nous permet d'atteindre, car ces outils prolongent nos cinq sens et tout devient explicable. Et tout serait dû au hasard, tous produits par accident, l'univers serait une gigantesque machine sans vie. Une machine morte immense. Voilà ce que veut faire croire l'idéologie du hasard. Je vais te dire un truc. Beaucoup de gens dans le mouvement pour la liberté partagent cette vision. J'ai participé à des réunions et j'entends ça même chez les gens du mouvement. Même eux disent, je vois bien qu'on porte atteinte à ma liberté.
Je sais qu'on est attaqué dans nos libertés individuelles et civiles. Je capte tout ça, et je continue de penser qu'il n'existe rien de tout cela, et qu'aucune intelligence ne se cache derrière la nature. L'univers, c'est juste une machine sans vie. Au fond, on serait juste des ordinateurs biologiques morts, au niveau des atomes et des molécules. C'est tout. Encore une fois, c'est un déséquilibre extrême du côté rationnel. Et beaucoup de gens y croient à cause de l'ancienne science newtonienne. Et c'est une version déformée de la science newtonienne, car même Newton ne voyait pas les choses ainsi. Mais c'est une forfeiture, cette vision du monde scientifique newtonienne, complètement dépassée, et qui n'a plus rien à voir avec la science moderne. Mais c'est ce que beaucoup ont fini par croire, parce que c'est ce qu'on apprenait dans les manuels scolaires soviétiques, et dans lequel on a tous été, en quelque sorte, conditionnés. C'est comme ça qu'ils ont adopté cette idée du cerveau gauche. Les médias ne font que renforcer cette croyance. C'est aussi entretenu par ce que j'appelle, moi, l'ancienne science. C'est pas ce qu'on pourrait appeler de la science moderne. C'est une vieille conception scientifique. Et aujourd'hui, elle a été complètement réfutée. Les scientifiques les plus avancés ont d'ailleurs prouvé que cette idée est fausse, en multipliant les observations scientifiques et les expériences scientifiques dans des conditions contrôlées. Vous n'avez même pas besoin d'y croire sur parole. On a des preuves scientifiques aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et les experts en cosmologie, ceux qui sont de vrais experts, je dirais, ont une nouvelle vision des lois naturelles et de la cosmologie, en incluant la conscience, et des principes d'organisation intelligents sous-jacents. Très peu de gens en entendent parler, parce que les médias grand public censurent beaucoup ces idées, et même la communauté scientifique préfère rester sur l'ancien modèle, l'ancienne vision de la nature, ce qu'on appelle la vieille science. Ce nom lui va bien, parce que c'est un vieux dinosaure, et il est temps de l'abandonner, car elle ne nous correspond plus. Passons à autre chose, ou plutôt, restons là-dessus encore un instant. Voyons un peu où cette vision très rationnelle nous mène, d'accord? Elle s'appuie sur l'athéisme, le solipsisme, et mène au scientisme. L'idée que la perception fait la réalité, ou que tout s'explique par les cinq sens, ou ce qui en découle, voilà ce qui en résulte. Ce que produisent ces idéologies, puisqu'il n'y a fondamentalement pas de vérité, ou que l'homme la définit lui-même, selon ce qu'il perçoit. On obtient une idéologie qui naît inévitablement de cette vision du monde, une vision du monde toxique, typique d'un esprit trop rationnel, déséquilibré. Appelé hasard, on appelle ça cette idéologie qui découle de cette façon de penser. Ce mode de pensée rationnel s'appelle le relativisme moral. Vous remarquerez que tout cela repose essentiellement sur l'idée du hasard, ou sur le fait que rien n'a vraiment de sens, qu'il n'existe rien de concret. Rien n'est objectif ou tangible. Le relativisme moral, c'est nier l'existence de vraies valeurs. Le bien et le mal n'existent pas. Vous comprenez? Voilà une vision extrême, issue du cerveau gauche, qui cherche à justifier une manière de penser très rigide, et un moyen de l'exprimer. En gros, ça veut dire, je veux être totalement libre de faire ce que je veux, selon ce que je ressens, ce qui me met à l'aise, et ma propre vision du monde. C'est ce qu'on appelle le relativisme moral, qu'en fait, il n'existe dans l'esprit de ceux qui pensent comme ça, ni bien ni mal. Ceux qui sont totalement penchés vers cette façon de voir les choses. Pour eux, la morale n'existe pas vraiment objectivement. Il n'existe pas de principes moraux objectifs, pour ceux qui voient le monde ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il n'y a pas de Dieu, il n'existe pas de vérité, seules mes perceptions déterminent ce qui se passe autour de moi.
Et il n'existe pas de bien ni de mal. Je peux faire tout ce que je veux, même si ça nuit aux autres. On appelle ça le darwinisme social. Renseignez-vous sur le darwinisme. Si vous ne savez pas ce que c'est cette idéologie qui domine le monde. L'idéologie des prétendues élites de ce monde. Je ne les appellerai plus ainsi, car pour moi ils ne sont pas des élites, mais on appelle élites ceux qui dirigent vraiment dans l'ombre du pouvoir. Leur idéologie, c'est le darwinisme social, la survie du plus adapté socialement. Et pour eux, l'aptitude sociale dépend des gènes. Quand on leur parle ou qu'on lit leurs textes, ou même si on est membre de leurs organisations, ou si on collabore avec elles. D'accord? Le darwinisme social fait partie de leurs idéologies de base. Et à partir de là, puisque ce sont vos gènes qui déterminent votre place dans la société, c'est ce que pensent les darwinistes sociaux. On en vient alors à jouer les apprentis dieux. C'est ce qu'on appelle l'eugénisme. Et si vous ne comprenez pas ce qu'est l'eugénisme, renseignez-vous sur le sujet et essayez de comprendre ce que c'est, parce que c'est aussi l'idéologie des soi-disant élites. Qu'ils s'arrogent le droit de décider qui vit et qui meurt. L'eugénisme, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est une forme d'intervention forcée. C'est manipuler les gènes. C'est la reproduction sélective. C'est décider qui peut avoir des enfants. Mais au fond, il faut surtout retenir une chose. Et c'est jouer à Dieu. C'est décider du sort des autres. Qui a le droit de vivre. Qui doit mourir et qui mourra. C'est tout. C'est ça l'eugénisme. C'est la conséquence de cette vision du monde profondément nocive, fondée sur le rationalisme froid, qui ne croit qu'en la matière, qu'aux cinq sens, et qui défend l'idée que l'existence n'a aucun sens, et que la loi naturelle n'existe pas. C'est la vision du monde basée sur le hasard. La vision du monde du hasard. Je pense qu'on a bien fait le tour. Si quelqu'un veut appeler pour en parler, le numéro est 347-884-947. 347-849-417. Je vais m'arrêter là pour cette heure. On a parlé la vision du monde dominée par le cerveau gauche, qu'on appelle le hasard. À l'heure suivante, je parlerai de la vision du monde dominée par le cerveau droit. Et ensuite, j'échangerai avec notre invité, Dow Rollins. Voyons voir. Je rappelle les sites internet. LeMeWhatOnEarthIsHappening.com. L'émission est en direct chaque mardi soir. Sur mon site à 20h, grâce à Revolution Broadcasting. RevolutionBroadcasting.com la diffuse aussi. Première heure en direct, mardi de 20h à 21h. La seconde heure est rediffusée. Elle est disponible en podcast différé. Disponible le jeudi soir de 20h à 21h. Si vous écoutez en direct sur mon site, l'émission est diffusée en direct sur whatonearthishappening.com. À tout de suite. Pour les auditeurs en direct, on se retrouve dans un instant. Et pour ceux qui écoutent sur Revolution Broadcasting, rendez-vous jeudi à 20h. Ici, What on Earth is Happening. Marc Passio au micro. C'était What on Earth is Happening. On se retrouve à la prochaine heure. La liberté, c'est ce qui compte. Bonjour et bienvenue.
Vous êtes à l'écoute de What on Earth is Happening. Cette émission aborde la conscience humaine, le contrôle mental, la loi naturelle, l'occulte, et toutes les questions qui concernent la liberté sur Terre. Que se passe-t-il sur Terre? L'émission vise à apporter de la lumière sur les zones d'ombre de notre monde et de proposer des solutions concrètes aux défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée, alors qu'elle approche d'un moment crucial de choix. Voici Marc Passio. Bonjour à tous, c'est What on Earth is Happening. Je m'appelle Marc Passio. On commence la deuxième heure. Je passe tout de suite aux annonces, car on a un invité avec nous pour cette heure. Le rassemblement End the Fed à Philadelphie approche. C'est ce samedi 24 avril 2010, à l'hôtel de ville de Philadelphie. Il y a des rassemblements et des marches partout dans le pays ce week-end. Philadelphie, c'est ma ville. Rendez-vous ce samedi 24 avril, à l'hôtel de ville, 1500 Market Street. Le rendez-vous est côté ouest. Si vous ne voyez toujours pas à quel point le système de la Réserve fédérale est lié à l'anéantissement de nos libertés fondamentales, alors vous n'avez rien compris. Ou bien vous avez choisi de l'ignorer, par apathie, par paresse ou par lâcheté. Les mots ne suffisent pas. Si vous tenez à votre liberté et à celle des générations futures. Agissez et rejoignez-nous avec courage à cet événement. Engagez-vous dès aujourd'hui avec le mouvement End the Fed. Le groupe Truth, Freedom, Prosperity organise cet événement. Ils l'ont baptisé Fedstock. End the Fed 2010 le 24 avril. Marche et rassemblement End the Fed à Philadelphie. La Réserve fédérale est l'outil clé d'un gouvernement qui outrepasse les limites de la Constitution, ce qui appauvrit le peuple et détruit nos libertés, au cœur de la ville. Là où un peuple s'est affranchi du joug royal, c'est l'événement national majeur pour dire stop à la Fed. Rejoignez-nous et venez faire la fête pour défendre la liberté sur Independence Mall à Philadelphie. Venez montrer à tous par votre présence que vous voulez en finir avec le cartel de la Banque centrale, qui vide les poches des Américains sans relâche. Depuis 1913, voici le rassemblement et la marche End the Fed, et le concert à l'Hôtel de Ville de Philadelphie, côté ouest, rendez-vous dès 10h. Entrée gratuite, c'est facultatif, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez faire un don de $5 pour soutenir l'organisation. Voici le planning. 10h, rassemblement côté ouest de l'hôtel de ville. Rassemblement avec des prises de parole au mégaphone. Distribution d'infos au public. À 11h22, départ de la marche vers la Réserve fédérale. Prise de parole devant la Réserve fédérale. À 12h tanked. Rassemblement en plein air à Independence Mall. L'événement aura lieu même en cas de pluie. L'événement est maintenu, même s'il pleut. La météo s'annonce mauvaise. Le rassemblement et le concert en plein air auront lieu au Visitor Center d'Independence. Le principal intervenant sera Michael Badnarek. Constitutionnaliste, il défend ardemment les libertés. Son site constitutionpresent.org. G.G. Bowman interviendra aussi. libertycandidates.org. Des groupes engagés pour la liberté seront aussi présents.
et se produiront à Independence Mall. Jordan Page, Amy Allen, The Almighty Terribles. Amp Killa at Heist Click. Si vous souhaitez parrainer l'événement ou tenir un stand, contactez Michael Salvi à l'adresse Philly C. Court L. C'est bien Philly C4L. C'est le chiffre 4, c'est l'abréviation de Campaign for Liberty. phillycmail.com. Michael Salvi. Contactez-le si vous souhaitez parrainer l'événement ou tenir un stand pendant l'événement. Les sites sont thefed.us, phillyandthefed.com et truthfreedomprosperity.org. Le deuxième événement dont je veux parler ici, qui arrive bientôt à Philadelphie, ce sont les célébrations de l'énergie de Nikola Tesla pour l'indépendance. C'est une conférence de 3 jours autour de Nikola Tesla et des technologies qu'il voulait partager pour permettre à tous l'accès à une énergie propre et gratuite. Une énergie illimitée pour le monde entier. Ce projet a été, disons qu'il a été étouffé par les fondateurs du système de la Réserve fédérale. Sans grande surprise, freiné par les puissances financières et les puissants banquiers de l'époque de Tesla, un inventeur qui a vécu au tournant du siècle, et sans doute l'un des plus grands génies que l'humanité ait connu. C'est un événement qui durera 3 jours, les 9, 10 et 11 juillet à Philadelphie. Le 9 juillet, il y aura un dîner, un concert et une soirée anniversaire pour Tesla. La soirée Tesla sera gratuite pour tous. Ça se passera au croisement de la 6e et Marquette, la pelouse devant l'Independence Visitor Center. Le 10 juillet, ce sera vraiment animé. Il va se passer plein de choses. C'est un peu l'ambiance annoncée. Chacun peut participer selon son activité et selon son niveau d'intérêt. Il y a des activités pour tous les goûts. Même si vous ne connaissez pas bien Tesla et que vous voulez juste vous renseigner ou découvrir de quoi il s'agit, venez simplement au Independence Visitor Center le 10 juillet de 10h à 17h. Vous pourrez voir des expositions. Il y aura peut-être des démonstrations d'énergie libre, comme des bobines Tesla, distribution d'infos, musique et DJ au programme. Le 10 juillet de 10h à 17h au Independence Visitor Center. Si vous êtes déjà fan de Tesla et que vous connaissez son histoire et ses travaux, des présentations gratuites sont prévues. Conférence à la bibliothèque principale de Philadelphie. Au 1901, rue Vine. J'animerai l'événement. Je présenterai les intervenants. Je suis membre de la Tesla Science Foundation. Je vais m'occuper de l'événement à la Free Library. Ça se passera le 10 juillet à 10h. Et ça durera jusqu'à 17h. Si vous êtes un scientifique ou un inventeur et que vous souhaitez rejoindre la Tesla Science Foundation et vous voulez vous impliquer en participant au développement de ces technologies et en apprendre davantage et rejoindre d'autres inventeurs qui sont guidés par des convictions éthiques. Parce que c'est nécessaire. Contrôler l'énergie, c'est contrôler les gens. Il faut sortir du modèle énergétique sous contrôle et limité qui nous rend dépendants. Et aller vers des énergies propres et renouvelables en utilisant la force de la nature. C'est ce que Tesla appelait ainsi. Nous avons besoin de scientifiques et d'inventeurs pour se joindre à nous. Des présentations scientifiques sont prévues et des conférences auront lieu les 10 et 11 juillet. La partie scientifique de l'événement, de 10h à 17, ça se passe à 2 Liberty Place, 32e étage. 1601 Chestnut Street, Philadelphie. Pour plus d'infos, rendez-vous sur teslasciencefoundation.org. teslasfoundation.org, une super équipe, je suis fier de collaborer avec eux. Rejoignez-nous à la conférence à Philadelphie en juillet. Voilà pour les infos. À l'heure précédente, on parlait de la vision du monde. Je reprends tout de suite. Et on enchaîne. On a évoqué la vision déséquilibrée du cerveau gauche, appelée hasard. Maintenant, parlons de celle du cerveau droit. Et ensuite, on échangera un peu avec Doe Rollins.
C'est la version cerveau droit, qui fait écho à l'excès du cerveau gauche. Et au hasard, on appelle cette vision le déterminisme. Rien qu'en entendant les mots, on pourrait croire que le déterminisme total relèverait plutôt du cerveau gauche. Mais non, ça c'est l'approche cerveau droit. On pense à du hasard, à un manque de structure, pas de cohésion. C'est typique du cerveau droit, non? Ne rien organiser, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est le cerveau gauche, une vision du monde. C'est parce que ces visions du monde viennent et demeurent car la personne est dans un tel état de déséquilibre vers un côté du cerveau ou toute autre idée qui reflète leurs croyances profondes, leur conception philosophique de base. Ils cherchent à compenser ce déséquilibre profond en adoptant l'extrême opposé. Ainsi, les visions dominées par le cerveau gauche semblent toutes adhérer à des idéologies du cerveau droit, par exemple, penser que l'existence n'a aucun sens, qu'il n'y a rien de fondamental derrière tout ça. Il n'existe aucune loi naturelle sous-jacente qui régit le fonctionnement de notre réalité. On pourrait croire que c'est typique du cerveau droit, et c'est vrai dans l'ensemble, mais ce sont des conséquences de la dominance du cerveau gauche chez la plupart des gens. Je pense que cette semaine, je vais mettre en ligne des slides de mes anciennes conférences pour illustrer différents points de vue et les concepts évoqués dans cette émission. Je pourrais même reprendre des extraits d'anciens podcasts et partager des slides séparés pour que vous puissiez vous y référer, liés aux sujets évoqués dans ces épisodes. Je pense qu'un support visuel et vous présenter un peu la structure générale de ce dont je parle dans l'émission vous permettra de mieux comprendre certains de ces concepts. Je sais que parfois, écouter une explication seulement à l'oral peut être difficile. Il faut vraiment prendre le temps de se concentrer et d'essayer d'imaginer ce que j'explique. Mais si on a un support visuel, ça aide beaucoup à bien comprendre. Comment tout ça fonctionne et ce que ça veut vraiment dire. Je pense donc m'y mettre dès cette semaine. Mais ce déséquilibre, dominé par l'hémisphère droit, ce principe issu d'une certaine vision du monde, cette fracture de la perception du monde, est connu sous le nom de déterminisme. Voici les croyances philosophiques de base liées au déterminisme. Selon un déterministe, Dieu, quelle que soit sa définition, contrôle tous les événements de l'univers. Rien n'arrive qui ne soit déjà décidé. Tout est prédestiné par le Créateur. L'univers fonctionnerait comme une machine, guidée par ce Créateur tout-puissant. Ainsi, pour un déterministe, le libre arbitre n'existe pas, pour ceux qui ont une vision du monde déséquilibrée. Le libre arbitre n'existe pas. En réalité, le libre arbitre n'existe pas. Les gens prennent toutes leurs décisions parce que Dieu l'a voulu. Dieu contrôle chaque événement de la création. Parce que le libre arbitre n'existe tout simplement pas. C'est justement l'opposé de la théorie du hasard. Ceux qui croient au hasard pensent que la loi naturelle n'existe pas. Rien ne gouverne, aucune loi fondamentale ne régit les principes de la création, ni ceux de l'univers. La loi naturelle n'existe pas. Pour ceux qui croient au hasard. Pour un déterministe, c'est tout le contraire. Le libre arbitre, ça n'existe pas. Tout dans l'univers obéit à la loi naturelle. Les lois divines dirigent tout. On n'a pas le choix. Le libre arbitre, ça n'existe pas. L'être humain n'a pas sa propre volonté. Dieu orchestre tout comme un immense mécanisme d'horlogerie qu'il contrôle. Control. Quelqu'un qui voit le monde comme ça n'a même pas un minimum de contrôle. Ils se laissent guider par leurs émotions. Leurs émotions prennent le dessus. C'est quelqu'un qui réfléchit uniquement avec ses émotions. C'est 100% cerveau droit. Aucune part pour la raison.
tout n'est que soumission. Il s'agit juste de s'incliner devant l'autorité. Voyez, cette vision du monde crée des gens qui se prennent pour Dieu. Ils se sentent tout-puissants. Ils adhèrent au darwinisme social, au relativisme moral, à l'eugénisme, au totalitarisme. Quand cette conception devient totalement déséquilibrée, un déterministe nie l'existence du libre arbitre. Donc rien ne peut changer. On ne peut jamais prendre le contrôle de la réalité, ni l'orienter dans un sens ou dans l'autre. Tout est décidé par Dieu. Inutile d'essayer, changer quoi que ce soit est impossible. Au fond, toutes vos actions n'ont aucun sens, puisque rien ne peut changer. À quoi bon faire quoi que ce soit? À quoi bon se lever et manger le matin? Pourquoi parler à qui que ce soit? C'est une vision déterministe. Tout serait écrit d'avance. Les choses arrivent qu'on le veuille ou non. Inutile d'essayer de changer quoi que ce soit. Personne n'a vraiment de libre arbitre. Tout est fait par Dieu, et on n'est qu'une marionnette qui obéit à sa volonté. Le changement est impossible, ne sert à rien. Voilà comment pense un déterministe. Et je peux vous assurer, beaucoup pensent de cette façon. Allez dans une église, près de chez vous, ou dans toute organisation religieuse, peu importe laquelle, vous y trouverez beaucoup de gens qui partagent une vision déterministe. C'est certain, vous voyez? Voilà les traits typiques de cette idéologie, de cette vision du monde, tournée vers l'hémisphère droit du cerveau. Le signe distinctif ici, c'est le fondamentalisme religieux et l'extrémisme religieux. Vous voyez, je parle d'une vision du monde qui est totalement rationnelle et totalement athée. Pour elle, la morale ou la loi naturelle n'existe pas. L'autre vision du monde, totalement déterministe, relève de l'extrémisme religieux. Vous savez ce que je pense de ces deux visions? Les deux, c'est du grand n'importe quoi. Pur délire. Aucune n'apporte la moindre idée valable. Pour avancer personnellement, qui élève notre conscience. Rien de tout cela ne repose sur l'unité. Rien de tout cela ne s'appuie sur l'amour, ni sur l'ouverture de conscience. Toutes ces idéologies et toutes leurs croyances de base reposent sur la peur. Elles n'aboutiront jamais à rien de positif. Elles ne mèneront jamais à quelque chose qui élève. Elles ne rassembleront jamais les gens. Elles n'apporteront jamais d'ordre. Elles n'apporteront jamais l'harmonie. Jamais ça n'apporte la paix. Et surtout, ça ne donne jamais la liberté. Jamais, c'est impossible. Vous essayez de créer ce que vous prétendez vouloir et dire. Quelqu'un qui croit à ces deux principes dira vouloir la paix. Ils vont juste prétendre vouloir la liberté dans la vraie vie. Ils vont vous dire ça, mais après, ils vous diront « c'est le fondement de ma pensée », et je leur dis que vous n'y arriverez jamais. Ou atteindre ce que vous prétendez vouloir. Vous dites que c'est ce que vous voulez. Et après vous dites « voici l'état d'esprit que vous allez adopter pour essayer d'y arriver ». Ça ne marchera pas. Jamais. Jamais. Ça n'arrivera jamais tant que tu penses comme ça dans l'un de ces systèmes de croyances. Ce sont des systèmes de croyances. Aucun ne repose sur les principes fondamentaux de la vérité et de la loi naturelle. En fait, je vais vous expliquer. Vous connaissez sûrement l'adage, il y a ma version des faits, il y a votre version des faits, et puis il y a la vérité. En réalité, la vérité ne se trouve jamais dans l'un de ces deux. Extrêmes idéologies fondées sur la peur, l'aléatoire ou le déterminisme. La vérité ne se trouve pas dans l'extrême du cerveau gauche, ni dans celle du cerveau droit. La vérité n'est pas division. C'est l'unité, elle est au juste milieu. La vérité, c'est le pilier du centre. Elle ne bascule ni à gauche, ni à droite. C'est l'équilibre. C'est l'harmonie, c'est la paix, c'est ce qui existe. Et ce qui existe réunit en fait deux principes fondamentaux.
dans ces divisions de vision du monde que chaque camp rejette totalement. Ceux qui adhèrent au hasard, les personnes qui souscrivent à l'idée du hasard, pensent que la loi naturelle n'existe pas. Pour eux, il n'y a aucune intelligence sous-jacente qui oriente nos choix, pas même nos émotions, ni la manière dont nos actions influencent la réalité. Ils rejettent totalement ces principes. Pour eux, la loi naturelle n'existe pas. Ils ne croient pas en la loi du karma, ni en celle de l'attraction, ni en la loi de cause à effet. La règle d'or. Voilà, ils n'y croient pas. La règle d'or. En gros, l'univers agit comme un miroir. Et tu tournes ce que tu émets par ta conscience, par tes pensées, tes émotions, tes actions. Pour quelqu'un qui croit au hasard, ça n'existe pas. Mais quelqu'un qui croit au déterminisme ne pense pas que la dynamique inverse existe. Le libre arbitre n'existe pas. Tout est contrôlé. On demande de t'effacer. C'est ce qu'enseignent les religions. Presque toutes les religions l'enseignent. C'est l'idéologie qui pousse à se sentir indigne, à se détester, à toujours obéir. Il faut t'effacer et te soumettre à une autorité supérieure. Ça, une instance supérieure. Je dirais que chez les humains, ça n'existe pas. Mais les partisans du déterminisme pensent que Dieu dirige le moindre acte de notre vie et que nous n'avons pas de libre arbitre sur quoi que ce soit, ni même la possibilité d'influencer notre destin. Mais la vérité, c'est que ce qui se passe dans le monde, c'est la rencontre de deux principes extrêmes rejetés par ces idéologies déséquilibrées, et que l'univers, au fond, agit comme un miroir, qui repose sur la fusion de deux principes fondamentaux. Ils paraissent opposés, et quand ils s'unissent, ils créent une synthèse où, dans le cadre de la loi naturelle, nous choisissons notre expérience, en fonction de l'amour ou de la peur. Voilà, il y a la loi naturelle, qui représente l'aspect déterministe de la réalité. Et il y a aussi le principe du libre arbitre, qui incarne la part imprévisible de la réalité. Et laissez-le vous imprégner. Accueillez-le, retournez cela dans votre tête plusieurs fois. Et allez vraiment au fond de ce que je viens de dire. Il existe une loi naturelle ou un aspect déterministe dans les principes qui régissent la création. Ça veut dire qu'il existe des lois à l'œuvre qui sont établies par une intelligence supérieure. Il y a également un principe de libre arbitre, et il est imprévisible, parce que personne ne peut vraiment, au fond, forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas vraiment. Savoir agir. Vous êtes libre de choisir, soit vous en faites usage, soit vous laissez quelqu'un l'utiliser. Mais cette liberté existe. Soit c'est vous qui la contrôlez, soit quelqu'un d'autre s'en empare, et dans ce cas, vous renoncez à votre pouvoir. Quel que soit le cas, cet endroit reste soumis aux lois naturelles. Si nous choisissons d'être en accord avec ces principes, nous vivrons dans la paix, l'ordre et la liberté. Si nous faisons le choix de la peur, et nous choisissons de ne pas nous aligner sur les principes de la loi naturelle, qui sont conçus pour notre bien, pour notre évolution et notre bien-être. Si nous n'allons pas dans ce sens, alors nous plongerons dans le désordre, le chaos, la souffrance et l'esclavage. Voilà comment ça marche vraiment. Encore une fois, je ne dis pas que ça fonctionne comme ça. Je dis simplement que j'ai compris, en cheminant par moi-même,
et que j'ai découvert que cette loi fonctionne ainsi. C'est comme quand Newton a prétendu avoir découvert comment fonctionne la gravité et a pu en écrire les équations. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'équation. On ne le découvre qu'en élevant sa conscience. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Je ne prétends pas croire à tout ça. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne vous demande pas non plus d'y croire. Vous n'êtes forcé de rien croire. Personne ne vous oblige à croire. La loi naturelle existe et agit, et nous y sommes tous soumis. Le libre arbitre existe et s'exerce. Et nous subissons aussi les décisions des autres. Le but, c'est d'aligner notre libre arbitre, un véritable cadeau, en accord avec la loi naturelle, qui existe pour notre bien, dans ce que nous appelons l'univers. Si nous le faisons, il y aura de l'ordre, de la paix, de l'harmonie, de l'éveil et de la liberté. Si vous refusez de le faire, vous tournez dans la roue de la souffrance pour l'éternité, jusqu'à ce que vous décidiez de le faire. C'est tout pour ce soir sur ce sujet. Je donne maintenant la parole à notre invité, M. Darrell Rollins. Darrell est un militant très engagé dans la région de Philadelphie. C'est un ami à moi. Il milite pour la vérité sur le 11 septembre. On en reparlera beaucoup dans les prochains épisodes. C'est un chercheur indépendant. Il vient de Philadelphie. Il est avec nous aujourd'hui. Bienvenue parmi nous, Darrell. Salut tout le monde. Alors, tu parlais de la Fed? Je serai présent ce samedi. Et tu disais que les gens s'émancipaient. Du joug royal, c'est bien ça. Philadelphie, autrefois ville où les habitants cherchaient à se libérer, autrefois proche de la maison royale, a une simple collection de sujets soumis au pouvoir royal. J'aimerais pouvoir te donner tort, Darrell. Ceux qui me connaissent savent que j'utilise souvent ce terme pour parler de ceux qui sont vraiment sous l'influence d'un profond contrôle mental. Se comportent, c'est triste, mais j'aimerais pouvoir dire le contraire, mais ce n'est pas possible. C'est malheureusement la vérité. On doit essayer de changer la donne, en allant à la rencontre des gens, en allant sur le terrain, en battant le pavé, en partageant l'information et en leur expliquant « Vous devez vraiment vous y intéresser. Il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Ça vous impacte directement. Ça a des conséquences sur votre vie. Ça concerne aussi le monde dans lequel on vit, et ça touche aussi le monde dans lequel vivront vos enfants. Alors, est-ce que tu pourrais raconter à nos auditeurs comment tu as vécu ton propre cheminement vers la prise de conscience ? Et venir en ligne pour comprendre comment les choses fonctionnent vraiment dans le monde. Partage-leur comment tu as ouvert les yeux et ce que tu as traversé. Oui, bien sûr. Bon, quand il y a eu le 11 septembre, j'ai tout de suite senti qu'on ne disait pas la vérité. Je ne savais pas quoi exactement, mais il y avait un truc louche dans tout ça, et je sentais qu'on ne me disait pas tout. C'était ça le plus important. Il y avait des infos qu'on n'avait pas. Alors j'ai commencé à chercher par moi-même. J'ai commencé à fouiller sur Internet. J'ai arrêté de gober tout ce que racontaient les infos. Et j'ai commencé à tout remettre en question. J'ai vu que même les sites soi-disant de gauche, comme Daily Kos ou Alternet par exemple, ils n'étaient pas vraiment honnêtes. Je savais qu'aucune réponse politique n'existait. Des escrocs contrôlent les deux principaux partis. J'ai compris que l'opposition gauche-droite était totalement factice. J'ai commencé à voir qu'il n'y a ni gauche ni droite, ni libéraux, ni conservateurs, et aucune différence entre démocrates et républicains. Tout était contrôlé par les mêmes forces, celles de l'argent. J'ai commencé à m'en rendre compte. Je t'arrête une seconde pour qu'on en parle un peu. On voit ça encore très souvent dans les sphères politiques, même chez ceux qui participent à certains rassemblements et qui s'inquiètent de la perte de nos libertés fondamentales. Mais ils pensent toujours que voter suffit, que signer des pétitions suffit, que rejoindre un grand parti va vraiment tout changer. Encore une fois, c'est l'opposition gauche-droite. Les conservateurs contre les progressistes. Beaucoup de gens dans ces mouvements ne voient pas que ce n'est qu'une variante de ce qu'on appelle la dialectique hégélienne. C'est ça, la mécanique dialectique. Beaucoup de personnes, Brayson l'ont décrite, de façon très différente.
Certains parlent de magie du chaos. C'est faire croire à quelqu'un qu'il a un choix, alors que ce choix n'est pas réel. Il croit seulement que le choix est réel. J'en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Votre enfant ne veut pas manger ses légumes. Donc, vous lui donnez l'impression d'avoir le choix. Tu lui dis alors, John, tu préfères des petits pois ou du maïs ce soir? Tu veux des carottes ou de la purée? Là, le gamin se dit, waouh, c'est moi qui choisis ce que je mange. Alors qu'en fait, tout est déjà prêt et disposé. Ou déjà, tu sais, ou presque prêt à les préparer. Et tu veux juste qu'il en choisisse un pour le mettre à cuire. Four, et voilà. Il mange parce qu'il pense que c'est lui qui a choisi. En fait, il n'avait pas vraiment le choix. De toute façon, il allait choisir l'un ou l'autre. Il allait finir par manger ses légumes. Le résultat était décidé d'avance. Le résultat était joué, parce que tout était déjà prévu. Un objectif était fixé dès le départ. Tu vois, qu'il mange ses légumes. Un candidat d'un parti, ou l'autre parti qui prend le pouvoir, ou une invasion d'un pays souverain. Puis un événement survient et sème la confusion parmi. On force quelqu'un à choisir entre de fausses options, alors que ce n'était pas du tout son intention au départ. Mais c'est bien ce que toi tu avais prévu. C'est ce qu'on appelle une mécanique dialectique, la présentation de fausses alternatives. Tu tends les deux mains à quelqu'un et tu dis choisis une. Il choisit la main gauche. Et il se prend une claque. S'il prend la main droite, il se faisait aussi gifler, quoi qu'il arrive. Le 11 septembre, c'est un exemple de cette mécanique dialectique. Tout à fait, le problème, c'est le terrorisme. Pour que les gens réagissent, le nouvel ordre mondial propose une solution qui était prévue depuis le début. Au final, on a perdu toutes nos libertés. C'est donc le 11 septembre qui t'a vraiment ouvert les yeux. Oui, exactement. J'ai remarqué que beaucoup d'histoires, avec des infos accablantes, qui contredisaient la version officielle du gouvernement, sur le 11 septembre, commençaient à disparaître du net. J'ai commencé à imprimer tous les articles intéressants, tous les jours. J'ai une quantité folle de documents imprimés chez moi. Tu verrais la montagne de papier que j'ai empilée chez moi. Depuis 2002, sur le 11 septembre et d'autres soi-disant attentats, comme Oklahoma City et le 7 juillet, et même l'affaire plus récente du poseur de bombes dans son slip. Franchement, comment peut-on accepter les scanners corporels pour un type qui avait juste un pétard raté dans son pantalon? C'est ce genre d'excuse pour imposer autant de contrôle. Et pendant ce temps, on apprend qu'une grosse entreprise est derrière tout ça, cette promotion des scanners corporels. Ils veulent s'emparer de vous, vous dépouiller, vous traiter comme un esclave. C'est nous qui leur montrons comment ils peuvent nous traiter. Prenons un exemple. Vous cherchez à atteindre un stade où les gens obéissent totalement grâce à leur peur. S'ils n'ont pas peur, et s'ils ne voient pas ça comme un danger, comme quelque chose qui pourrait leur faire du mal, ils ne vont pas vous laisser prendre plus de contrôle sur leur vie quotidienne et sur leur existence au quotidien. Ils diraient, mais attendez, pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi me scanner? Pourquoi prendre mon empreinte? Pourquoi me fouiller? Ils n'accepteront pas ça, à moins qu'on leur fasse croire que c'est nécessaire pour leur sécurité. Voilà comment fonctionne cette logique dialectique. Et toi, t'es plutôt fan de l'info sur papier. Je trouve que c'est une bonne idée. Car si jamais quelque chose arrivait, par exemple à Internet, comme Jay Rockefeller prévoirait, de faire disparaître Internet un jour, c'est toujours utile d'avoir des copies physiques de ces données et de ne pas compter uniquement sur le cloud. Je le dis sans arrêt, sauvegardez vos données, sauvegardez aussi vos infos importantes. Ayez toujours des copies fiables, imprimez les articles importants. C'est aussi une super solution. N'oubliez pas, une feuille A4 ne va jamais afficher 404 introuvables du jour au lendemain. Ça gardera tout ce que vous avez imprimé. Retenez bien ça. J'aime cette idée. Voilà comment j'ai commencé à ouvrir les yeux. J'ai commencé à rassembler des infos.
Je les ai classés dans des catégories. État policier, info avant le 11 septembre. Indice sur le 11 septembre. Espion israélien, anomalie du Pentagone. Preuve d'implosion. Contrôle de Big Brother. Sionisme. Comparaison avec Oklahoma City. Trafic de drogue de la CIA. Tout ça aussi, lignée Illuminati. Vous voyez? Vous vous rendez vraiment compte que ces gens dirigent tous les médias grand public auxquels vous avez accès. Les patrons de ces sociétés travaillent main dans la main. Vous venez de soulever énormément de sujets. On finira par tous les aborder, ou presque. On ne fait qu'effleurer le sujet. Encore une fois, voilà ce que l'on fait. Dans ces premiers podcasts, nous sommes en train de poser les bases. On prépare le terrain pour des sujets qu'on développera ensuite, et pour lesquels il faut avoir ces connaissances au préalable. Si on n'a pas compris comment fonctionne l'esprit humain, ni comment marche notre psyché, ou notre corps, on ne pourra pas vraiment atteindre la maturité intellectuelle et émotionnelle pour comprendre les événements qui se passent réellement dans le monde. C'est crucial de savoir qui on est et comment on fonctionne, parce que je vous assure, ceux qui contrôlent vraiment le monde en ce moment savent comment tout ça marche. Ils comprennent comment fonctionne l'esprit humain. Ils comprennent comment fonctionne la psyché humaine. Et c'est ce qui pousse les gens à agir. La différence entre eux et nous, c'est qu'ils pensent que ceux qui ne pensent pas par eux-mêmes sont des esclaves consentants et qu'ils ont raison d'en profiter si nous ne réfléchissons pas par nous-mêmes. Au lieu de nous aider à éveiller notre conscience, ils cherchent à nous en éloigner encore plus et à nous asservir. Exactement. Et cela nous ramène sur nos questions. Lorsqu'on découvre ou acquiert quelque chose qu'on sait assez unique et auquel peu de gens ont accès. Quand ça t'arrive, la plupart des gens font l'un des deux choix. Ils se rendent compte qu'ils tiennent quelque chose d'incroyable. Ils comprennent ce que c'est unique. Ils voient qu'ils ont quelque chose qui peut devenir quelque chose de précieux ou puissant. Et là, deux réactions possibles. La première, c'est de se dire « Waouh! Regarde ce que je sais, regarde ce que j'ai découvert, regarde ce que j'ai. Hein? Je peux garder ça comme un atout sur les autres. » Ok? Et je peux m'en servir pour les contrôler. Je peux même les manipuler avec ça. Tapez Albert Pike sur Google. Tout ça, c'est lui. Je peux m'en servir pour me mettre en avant, tout en les rabaissant pour qu'ils veuillent toujours ce que j'ai à leur offrir. Et ils me donneront toujours le pouvoir sur eux. Je peux donc leur faire faire tout ce que je veux pour me simplifier la vie à leur détriment. C'est ça l'idéologie qui se cache derrière ce que j'aborais en me mettant dans la peau d'un sorcier. Cette façon de voir le monde, c'est ce que moi et beaucoup d'autres appelons la sorcellerie. La sorcellerie, oui, comme un magicien dans un film hollywoodien. Mais c'est quand même pas pareil, tu vois. Voilà le choix que fait une personne qui atteint ce niveau de connaissance. L'autre option, c'est que la personne se dit, l'autre option, c'est quelqu'un qui accède à ce même niveau de connaissance avancée. Ouah, regarde ce que je sais, vois tout ce que je comprends, et regarde ce que je peux faire, hein. Ils se disent aussi, tu sais, tout le monde ne comprend pas ça. Il y a très peu de gens qui y ont accès. Et profiter de ce que j'ai appris et de ce qui m'apporte aujourd'hui. Mais il y a une autre option. Une personne qui détient ce savoir se dira « Je peux utiliser ce que j'ai pour aider les autres.
Je peux transmettre ces connaissances et les transmettre aux autres et les aider à s'éveiller pour qu'ils me rejoignent ou me dépassent même. Tu vois, il s'agit d'être unis. Une vision unie de chaque personne par rapport aux autres, que tu te vois comme faisant partie d'un tout avec les autres. L'idée, ce n'est pas de prendre le dessus sur les autres, ni de te servir de tes connaissances pour manipuler ou contrôler les autres. Quand tu remarques un écart de conscience entre ton niveau de conscience et celui des autres, tu veux rétablir l'équilibre. Tu veux rééquilibrer la situation et dire « J'ai envie que tout le monde puisse atteindre ce même niveau. Je veux partager ce que je sais pour qu'on soit tous à égalité, pour que le terrain de jeu soit équitable, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. » Voilà la différence entre un sorcier qui utilise ses connaissances pour manipuler vers ceux qui ne connaissent pas ce qu'il sait, et un vrai alchimiste ou un vrai magicien qui maîtrise vraiment ce savoir et veut le partager avec les autres, parce qu'ils savent que ce savoir ne leur appartient pas. Le savoir appartient à tout le monde. Daryl, dans ce même esprit, tu voulais un peu revenir sur un article que tu as écrit. Oui, ok, j'ai écrit ça en 2007. Je poste sur Hardcore ou stereokiller.com. Et j'ai écrit cet article parce que je faisais part de ma frustration, parce que je me démène pour montrer aux gens, tu sais, ce que j'ai appris, comme tu le dis, et je leur pose des questions qui les font réfléchir. Tu connais Monsanto? Tu vois les soda light, ceux avec de l'aspartame, c'est toxique pour le cerveau. Les vaccins, le mercure, l'augmentation de l'autisme. Il y a un lien et je leur explique ça. Et les gens disent non, 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 on s'en fiche complètement. On veut même pas savoir en quoi ça me concerne. Alors je débattais toujours avec eux parce que ça me frustrait tellement qu'ils ne voulaient rien comprendre. Et j'ai fini par saisir le fond de leur raisonnement. Voilà ce qu'ils disent. Ils parlent de la division des visions du monde. Voilà comment ils voient le monde. Permettez-moi de dire quelque chose avant que vous n'abordiez l'article. Oui, Longov Rausto y reste dans cet état de dissonance. Ce refus, c'est de la dissociation. C'est tout à fait ça. C'est un état de décompensation mentale aiguë, où certaines pensées, émotions ou sensations, ou même des souvenirs sont compartimentés, car ils sont trop difficiles à intégrer consciemment. Je suis entièrement d'accord. Voilà ce qu'est la dissociation. Et c'est un grave état de déséquilibre psychologique. Et j'aimerais simplement dire, pour rester dans le thème de ce soir, la vision du monde, cet état de dissociation mentale dont il est question dans l'article que vous allez lire, provient d'un attachement à une vision du monde déséquilibrée. C'est ça qu'il faut retenir sur la dissociation mentale. Et aussi sur la dissonance cognitive. Vous pouvez chercher ce concept, la dissonance cognitive. C'est bien de ça qu'on parle ici. Les personnes dans cet état psychologique ont une vision du monde bien ancrée dans la façon dont ils se voient par rapport au monde, à l'univers et aux autres. Et c'est pas juste qu'ils voient le monde comme ça, mais surtout qu'ils sont attachés à cette vision-là. Ils ne veulent pas que quelqu'un vienne remettre ça en cause ou remettre en question leur vision des choses. Car pour eux, cette vision est liée à leur identité. C'est ça qu'il faut comprendre. Je dis ça pour que vous voyez comment ça va se lier avec ce dont on parle dans cette émission. Sur la vision du monde. Vas-y, Daryl. C'est un article que tu as écrit sur la dissociation mentale. Oui, j'ai déjà vu ce phénomène de dissociation se produire sous mes yeux. À l'époque, il y a 3 ans, je traînais souvent avec des amis qui jouaient à des jeux vidéo, jouaient en réseau ou en ligne et tout ça. Et tout à coup, une grosse dispute a éclaté. Il y avait 6 ou 7 personnes dans la pièce. Je passe les trucs perso, on va à l'essentiel, et j'attaque direct le fond de leur argument. Voilà ce qu'ils m'ont vraiment dit, mot pour mot. Chaque fois que je leur parlais, ils disaient d'abord
C'est ça le truc principal. Le monde a toujours été en guerre. Et pour eux, ça changera jamais. Ils ont toujours pensé comme ça. Ils ne remettent jamais ça en question. Deuxièmement, pour eux, tout le monde sait que l'humanité court à sa perte. Ils pensent que ça ne devrait même pas te préoccuper. De toute façon, pour eux, il y a trop d'imbéciles sur Terre. Tu devrais juste t'occuper de toi, pas des autres. Pour eux, s'intéresser à ce qui se passe dans le monde revient au même que de l'arrogance. Sauf évidemment si tu travailles dans la fonction publique ou si tu travailles en politique. Attends, je t'arrête 2 secondes. Redis ça doucement, parce qu'après ça, ils te prennent vraiment pour quelqu'un d'arrogant, parce que tu t'intéresses à ce qui se passe dans le monde, hors de ton quotidien. Ils trouvent que tu es arrogant, parce que tu penses à autre chose qu'à toi-même. C'est une façon prétentieuse de se voir par rapport au reste du monde. Si jamais tu veux t'occuper d'un problème dans le monde, tu veux essayer d'apporter ta contribution pour améliorer les choses. Donc les gens à qui tu as parlé, ils pensent que tu n'es pas assez qualifié pour donner ton avis sur tout ça. Exactement, il n'y aurait que les experts qui pourraient comprendre ça. Tu ne pourrais pas juste t'informer par curiosité et la vérité autour de nous, et élever vraiment ta propre conscience, et t'impliquer ensuite dans ta communauté, avec les gens autour de toi, pour rétablir un certain équilibre, ou corriger les injustices. Je trouve que c'est déjà arrogant de penser ça, de croire que tu peux changer les choses. Ensuite, ils te demandent tout de suite de trouver une solution parfaite, et ils ajoutent que si tu ne sais pas exactement quoi faire, alors ferme-la et n'en parle à personne d'autre. Garde tes conneries de gauchiste pour toi. C'est ce qu'on me dit, surveille ton langage. En gros, tu dis ce qu'ils pensent que... Attends. Ouais, le troisième point. Donc, ils disent que si tu n'as pas une solution complète, si tu ne peux pas tout expliquer sur ce qu'on devrait faire, qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire qu'il faut leur dire quoi faire pour être experts de leur propre vie. Ça en dit long sur la façon dont ils voient le monde. Et on dirait qu'ils appliquent aussi une sorte de principe de déterminisme, car ils pensent qu'il faut tout prévoir à l'avance, et que rien ne peut évoluer librement, qu'il faut tout planifier d'avance, et qu'ils doivent être dirigés. Quelqu'un en a parlé lors d'une réunion de Truth, Freedom, Prosperity, qu'on doit devenir comme les élites qui mènent les moutons. Il les appelle les moutons dociles. On doit leur montrer la voie selon nos idées. Parce qu'au fond, ce ne sont que des suiveurs. Voilà comment j'ai répondu à ça. Et j'aimerais que vous m'écoutiez bien ce que je vais dire, d'accord? J'ai dit qu'il faudrait juste diriger les autres. Je veux pas être un chef. Je ne veux pas de gens qui me suivent. Je ne veux pas tirer les ficelles et manipuler les autres à ma guise. Je veux pas vivre comme ça. Je veux vivre ma vie en accord avec les principes de la loi naturelle. Élever ma conscience et ma compréhension, et qu'on me laisse tranquille, tant que je ne fais de mal à personne. C'est tout ce que je veux. Je souhaite aussi que chacun fasse de même, sans nuire à autrui, et qu'ils agissent de certaines manières, qui respectent ce qui est juste, sans porter atteinte à la liberté des autres. Des libertés données par Dieu, dans le respect de la loi naturelle. C'est tout. Cela n'a absolument rien à voir avec contrôler les autres. Et ça n'a rien à voir non plus avec diriger qui que ce soit. Je ne veux pas diriger qui que ce soit. Je ne suis pas votre leader. Je ne suis pas un gourou. Je ne veux pas devenir un gourou, et je ne le suis pas. Ne cherchez pas de leader ailleurs qu'en vous.
Pensez par vous-même. Informez-vous auprès de toutes les sources possibles. Ayez l'esprit ouvert et faites-vous votre propre opinion. Tracez votre propre chemin. Votre vie vous appartient. À vous de décider ce que vous en faites. Mais ce qui m'a vraiment agacé dans leur façon de voir les choses, ce n'est pas seulement qu'ils ont une vision du monde qui est vraiment opposée à ce que l'on pense par soi-même. Ils attaquent aussi ceux qui essaient de le faire. Et ils rabaissent tous ceux qui pensent différemment. C'est leur conditionnement et leur attachement à leur façon de voir le monde. Si on pousse ça jusqu'au bout, ça ne profite à personne, pas même à eux, parce qu'ils veulent qu'on les guide. Comme je l'ai dit juste avant, vas-y, continue avec d'autres de leurs arguments. Et puis ils ont continué dans ce sens. Ils n'arrêtaient pas de me répéter que si tu te mets à analyser des infos précises, tu perds ton temps et que tu te prends la tête pour rien, Daryl. Si tu regardes les infos et que tu es en colère par tout ce qui se passe en ce moment, c'est que tu fais une dépression. Tu ferais mieux de prendre des médocs ou un truc du genre. Ils penseraient vraiment ça. Ils croiraient vraiment que je devrais me faire soigner parce que je réfléchis par moi-même. Il y a des gens qui te disent que si ce qui se passe dans le monde t'inquiète, c'est que tu es déprimé, qu'il faudrait te mettre sous traitement. Si tu t'intéresses aux infos, que tu regardes ce qui se passe dans le monde et que tu veux t'impliquer, pour eux, que vous êtes dépressif et que vous devriez être sous quelque chose comme des antidépresseurs ou d'autres médicaments du genre. En gros, incroyable. Pour eux, ceux qui parlent de la politique actuelle sont les responsables de la division du pays, pas ceux qui mentent et qui torturent et instaurent un État policier. Non, pour eux, ceux qui en parlent sont ceux qui divisent le pays. C'est un mécanisme qu'il faut bien comprendre. Et alors que le monde continue d'évoluer, il faut vraiment rester vigilant, car les médias vont appuyer cette tendance que tu viens de mentionner, et ils vont s'en servir pour détourner l'attention des véritables responsables de ces crises, comme la crise financière, le 11 septembre et d'autres actions du même genre. Et ils vont essayer de faire porter la faute à d'autres, au lieu de ceux qui ont orchestré ces actes terroristes. Les vrais responsables des opérations sous faux drapeaux, comme celle-là, ils vont essayer de faire porter le chapeau aux gens, ceux qui osent dire que ce sont des attentats sous fausses bannières. C'est leur stratégie. Ils vont tenter de discréditer ceux qui cherchent à révéler la vérité. C'est donc un point que les médias alternatifs doivent vraiment surveiller et rétablir la vérité aussitôt que ça arrive. Dans les médias dominants, ce qui selon moi finira forcément par arriver. Et il y a un point sur le 11 septembre dont je veux parler. Je demanderai à ces gens, tu sais qu'il est physiquement impossible qu'une tour en acier s'effondre, à la vitesse de la chute libre, tout droit vers le bas, dans la direction la plus résistante, sans utiliser d'explosifs puissants, pour faire céder tous les piliers porteurs d'un coup. Tu sais que la version officielle du gouvernement sur le 11 septembre viole la loi de Newton sur la conservation de la quantité de mouvement. Non, et certains répondraient, là tu vas trop loin pour moi. Pour eux, c'est juste prise de tête tout ça. Ils pensent que personne n'est assez organisé pour réussir un truc pareil. J'étais en génie mécanique à la fac. J'ai fait mes études de génie mécanique à la University of Pennsylvania et j'ai vérifié ce principe de base moi-même avec un manuel de physique d'ingénieur de première année, avec les 3 lois de Newton et la formule pour les équations du second degré. C'est tout ce qu'il faut pour y arriver, pour montrer que les événements qu'on a vus et que les explications données ne respectent pas les lois de la physique. J'en ai entendu parler dès le début de mes recherches. Au début de mes recherches, j'ai fait un truc. J'ai trouvé un site qui calculait la chute libre pour les gens qui sautent en parachute. Ça donnait la vitesse de chute libre. En fait, ces calculs permettent de chronométrer la chute des tours du World Trade Center et de voir qu'elles tombent en chute libre. Elles s'effondrent tout droit
à la vitesse de la gravité, comme si on laissait tomber une balle du sommet au sol. Les médias, la forte dissonance cognitive qu'ils créent. Et l'attachement aux médias traditionnels est très puissant, parce que certaines personnes refusent de reconnaître les lois fondamentales de la nature. Semblent être bafouées. Ils ne comprennent pas que ces lois ne peuvent pas être violées selon les lois de la nature. Mais les explications officielles données par les médias semblent contredire les lois de la nature. Ils arrivent donc à croire en deux idées opposées en même temps, alors qu'elles se contredisent totalement. C'est exactement ce qu'Orwell appelait la double pensée. C'est ce qu'on appelle la double pensée, une forme de dissonance cognitive. Dissonance cognitive. On abordera souvent ce sujet dans les prochaines émissions. Et on reviendra sur les événements du 11 septembre, dans les émissions à venir aussi. Vous savez que ce qui me passionne particulièrement, lien avec les événements du 11 septembre, en raison de mon expertise en occultisme, tout ce qui touche au symbolisme occulte, en lien avec les événements du 11 septembre. C'est vraiment cela qu'on commencera à explorer dans les prochaines émissions. Mais ce n'est pas pour tout de suite. J'espère pouvoir le faire bientôt. On recevra des personnes, membres de divers groupes 911 and Truth, par exemple de AE911 Truth et d'autres groupes. Mais ça, ce sera dans les semaines à venir. Voyons d'autres aspects de cet article sur la dissonance et la dissociation. Ils estiment aussi que l'humanité entière a perdu toute crédibilité et toute intégrité, alors ça ne sert plus à rien de chercher l'une ou l'autre. Sarcasme, cynisme ou étroitesse d'esprit sont des alternatives acceptables pour eux. Donc l'intégrité ne signifie plus rien pour quelqu'un dans cet état de dissociation. Pourquoi essayer d'avoir de l'intégrité ou d'être cohérent? Ou d'adopter une conduite morale? Ils préfèrent le sarcasme et une vision cynique de la vie. Encore une fois, have vers une façon déterministe de voir le monde. Les jeux sont déjà faits. On n'a aucune influence. On ne peut rien changer. Le libre arbitre n'existe pas. C'est une mentalité d'esclave. Ils ont une vision du monde totalement dominée par l'intuitif. Je vais vous dire ce qui amène vraiment les gens à voir le monde comme ça, qui les enferme dans cet état d'esprit et les y laisse. C'est la télé, ce vrai hypnotiseur dans votre salon. C'est ça, ils transforment votre télé en fenêtre vers leur monde. Et puis, ils m'ont aussi dit que ceux qui vont dans l'armée le font volontairement. Donc, ils ne devraient pas se plaindre si on leur ment. Ils pensent que ce n'est pas à eux de chercher la vérité. On leur demande d'aimer leur pays et d'obéir aux ordres, c'est tout. Waouh, on va s'arrêter sur ça. Il nous reste 90 secondes. Je vais terminer. Mais ça me rappelle quelque chose. On a vu le documentaire Why We Fight il y a quelques mois à l'Ethical Society, dans le cadre des projections de Truth, Freedom, Prosperity, des séances gratuites organisées là-bas, chaque 3e lundi du mois. Et il y avait un soldat qui disait « Pourquoi mes commandants m'envoient-ils à la guerre? Je ne m'en soucie pas. J'obéis aux ordres. C'est mon devoir. C'est comme ça qu'est née l'Allemagne nazie. » Et le Troisième Reich avec tous ses soldats. Si tu crois que c'est moral, tu as encore beaucoup à apprendre. Pour conclure, je dirais ceci. Voilà ce qu'ils avancent avec leurs propres mots. Je connais ces gars-là depuis des années, mais c'est de plus en plus difficile de rester ami avec ce genre de personnes. Parce que ceux qui passent leur temps devant la télé et qui ne s'informent pas en ligne ne s'intéressent pas à ce qui se passe. Leur degré d'apathie pour justifier leurs pensées est hallucinant et ça fait vraiment peur. 9 ans de propagande de guerre, ça ne les a pas épargnés. Et c'est à cause de tels comportements que notre pays en est là aujourd'hui. Merci Daryl d'être venu dans l'émission. Tes remarques étaient vraiment percutantes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était What on Earth is Happening. WhatOnEarthIsHappening.com, RevolutionBroadcasting.com. À la semaine prochaine.